Une superpuissance peut se fissurer en temps réel. Officiellement, les États-Unis parlent de force, de contrôle, de leadership. Mais dans les faits, quelque chose se détache, littéralement. Le narrateur le dit sans détour. Le monde se détache des États-Unis. Et ce n'est pas une opinion abstraite, c'est déjà visible. Le Canada, par exemple, vient de signer pour près de 1 trillion de dollars d'accords avec la Chine. Pas demain, maintenant. Et pendant que cet argent circule ailleurs, Washington regarde vers le Groenland, pas comme un symbole, comme une cible, une pièce stratégique, une base pour des opérations futures. L'idée paraît irréelle, jusqu'au moment où elle est dite à voix haute. Et quand elle l'est, les alliés cessent de rire. Pourquoi est-ce que ça te concerne, toi? Parce que quand les alliances deviennent instables, les marchés le deviennent aussi. Les taux, la monnaie, l'épargne, le crédit, tout repose sur une seule chose, la confiance. Et la confiance, quand elle commence à se fissurer, ne prévient personne. Mais voici le détail que presque personne ne relit encore. Ce qui ressemble à de la géopolitique est peut-être déjà en train de devenir un choc économique. Et si le Groenland n'était pas le vrai sujet? L'événement n'apparaît pas comme un accident isolé. Il s'inscrit dans une séquence. D'un côté, le contenu décrit un monde qui commence à rompre avec les États-Unis. De l'autre, Washington agit comme si cette rupture n'existait pas encore. Et c'est précisément cette discordance qui rend la situation dangereuse. Regarde comment les éléments s'alignent. Le Canada qui bascule massivement vers la Chine, les alliés du G7 et de l'OTAN qui, selon le narrateur, ne peuvent plus nier les faits. Puis cette idée martelée, aucune nation n'est hors de portée. Tout le monde est sur la table. Ce n'est plus une politique ciblée, c'est un changement de posture. Et au centre de cette posture, il y a une justification qui commence à déranger même les partenaires les plus proches. L'argument avancé est simple, presque brutal. L'Europe projette de la faiblesse, les États-Unis projettent de la force, donc prendre le contrôle d'un territoire devient acceptable. C'est dit comme ça, sans détour, sans nuance. Puis une question tombe, presque gênante, mais impossible à éviter. Si les États-Unis prenaient le Groenland par la force, en quoi cela serait-il différent de l'annexion de la Crimée par la Russie? La réponse donnée est glaciale par sa normalité. L'idée que les Européens comprendront que c'est le meilleur résultat pour tout le monde, comprendront ou accepteront. Et c'est là que le cadre de l'histoire change. On ne parle plus seulement d'un territoire arctique, on parle d'un précédent, d'une logique qui, une fois posée, peut s'appliquer ailleurs. La vraie question n'est donc pas « est-ce que ça va arriver ?», mais « que se passe-t-il quand tout le monde commence à se préparer à ce que ça arrive ?» Parce qu'à partir de ce moment-là, les réactions ne sont plus symboliques. Elles deviennent concrètes et elles s'accélèrent. Voici l'affirmation centrale qui commence à inquiéter même les alliés les plus proches. Les États-Unis se réservent le droit de redessiner les règles quand cela les arrange. Ce n'est pas une interprétation lointaine. Ce qui est dit explicitement dans le contenu, c'est cette justification avancée sans détour. L'Europe serait faible, les États-Unis forts, et cette asymétrie rendrait acceptable une prise de contrôle territoriale. Cette logique est posée à voix haute. Puis vient la scène clé. Une question directe est formulée. Si les États-Unis prenaient le Groenland par la force, en quoi cela serait-il différent de l'annexion de la Crimée par la Russie? La réponse ne nie pas le parallèle. Au contraire, elle l'esquive. Il est affirmé que les Européens comprendront que c'est le meilleur résultat pour le Groenland, pour l'Europe et pour les États-Unis. Pas de rejet, pas de ligne rouge, juste une attente d'acceptation. Ce détail change tout. Non pas ce qui est dit, mais ce qui ne l'est pas. À aucun moment, la prise par la force n'est exclue. Elle est simplement enveloppée dans un langage de rationalité stratégique. Et c'est précisément là que la tension monte, parce que lorsqu'une option n'est pas niée publiquement, elle commence à exister dans l'esprit des marchés, des alliés et des adversaires. Ce que cela implique est troublant. Si cette logique devient normale, alors la stabilité ne dépend plus de règles communes, mais de rapports de force changeants. Et quand cette perception s'installe, les réactions ne passent plus par les discours. Elles passent par l'argent, par les troupes, par des décisions qui se prennent très vite. Et justement, c'est exactement ce qui commence à se produire. À partir de là, la situation ne reste pas théorique. Elle s'épaissit
Le contenu affirme que le Danemark commence à déployer des troupes jusqu'au Groenland. Ce n'est pas un communiqué symbolique, c'est un mouvement militaire vers un territoire que personne ne pensait voir devenir un point chaud. En parallèle, Emmanuel Macron est décrit comme appelant ouvertement à la riposte, pas à la discussion, à la réaction. Et pendant que l'Europe s'agite, Washington ne calme rien. Au contraire, Trump envoie une lettre au premier ministre norvégien décrite comme venant de la ville de la folie. Le message est confus, agressif, difficile à justifier, puis une autre déclaration tombe encore plus lourde. J'ai fait plus pour l'OTAN que toute autre personne depuis sa création. Maintenant, l'OTAN doit faire quelque chose pour les États-Unis. Voici où l'histoire bascule. Ce langage transforme une alliance défensive en dette personnelle. Ce qui était censé être collectif devient conditionnel. Et c'est exactement comme ça que des systèmes supposés stables commencent à se fissurer. On a déjà vu ce schéma, pas dans les manuels, mais dans les moments où des décisions impensables deviennent soudain normales. Et remarque bien ceci, personne, à ce stade, ne parle encore d'économie. Mais les marchés, eux, commencent déjà à écouter. Parce que quand la politique étrangère devient imprévisible, la confiance financière est la première victime. Et ce qui arrive ensuite ne se joue plus sur des cartes, mais sur des taux. C'est ici que la pression quitte la géopolitique pour entrer directement dans l'économie. Sur les 5 derniers jours mentionnés dans le contenu, les obligations américaines commencent à chuter. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans passe de 4,13 % à 4,26 %. Ça peut sembler minuscule, mais sur les marchés obligataires, c'est un mouvement brutal, le plus élevé depuis septembre 2025. Et ce détail change tout. Parce que quand les taux montent aussi vite, l'argent devient plus cher partout. Le contenu précise que cela touche immédiatement les prêts immobiliers, les entreprises et le coût du crédit dans tout le pays. Ce n'est pas une théorie, c'est mécanique. Emprunter coûte plus cher, investir ralentit, la machine grince. Mais voici le point que presque personne ne relie encore au Groenland. Ce ne sont pas seulement des taux qui montent, c'est la base même de l'économie américaine qui est fragilisée. Le narrateur affirme que la capacité des États-Unis à accéder à du capital bon marché est le socle de tout le système. Et ce socle commence à se fissurer. Si cette tendance continue, les conséquences deviennent vertigineuses. L'an dernier, les paiements nets d'intérêts ont dépassé $1 trillion. Plus que Medicare. Plus que la défense, plus que Medicaid. 50 fois ce que les États-Unis dépensent pour l'énergie. Et selon le contenu, ces paiements devraient encore augmenter de 76 % d'ici la prochaine décennie. Pose-toi la question calmement. Que se passe-t-il quand les intérêts deviennent impossibles à payer? À partir de ce moment-là, ce n'est plus un débat politique. C'est une crise arithmétique. Et certaines puissances l'ont compris depuis longtemps. Cette puissance, c'est la Chine. Et ce qui se passe ici n'est pas soudain, c'est une trajectoire. Le contenu explique que depuis 2022, Pékin exerce une pression directe sur le système financier américain en réduisant méthodiquement ses avoirs en bons du Trésor. Pas par idéologie, par calcul. En novembre, la Chine a encore réduit ses avoirs de plus de 6 milliards de dollars. Et au total, ses réserves en obligations américaines sont désormais autour de 682 milliards de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis 2008, avant même que la Chine ne participe au sauvetage financier des États-Unis à l'époque. La contradiction est brutale. D'un côté, Washington intensifie une guerre tarifaire et stratégique. De l'autre, il attend que ses adversaires continuent de financer ses déficits. Le narrateur pose la question sans détour. Pourquoi financer sa propre mise sous pression? Pourquoi prêter de l'argent à une administration qui travaille activement à affaiblir votre économie? Et là, un mécanisme clé est exposé. Pendant des décennies, le commerce mondial a fonctionné sur un recyclage des dollars vers la dette américaine. Les pays vendaient, gagnaient des dollars, puis les réinvestissaient dans les bons du Trésor. Mais si les États-Unis ne sont plus le client central, ce cycle se brise. La Chine a généré plus de 1,2 trillion de dollars d'excédent commercial l'an dernier sans les États-Unis. Cet argent existe,
Il doit aller quelque part. Et selon le contenu, il va partout sauf vers la dette américaine. La Chine ne se détourne pas de l'argent. Elle se détourne d'un type d'actif. Elle privilégie ce qui produit quelque chose de réel. Des chaînes d'approvisionnement, des entreprises, des ressources. Et quand ce choix devient structurel, il ne se renverse pas facilement. Parce que quand un acteur majeur sort silencieusement, il ouvre la porte aux autres. Le contenu explique que la Chine ne se contente pas de vendre, elle redirige. Depuis des années, ses réserves globales n'augmentent presque plus. À mesure que Pékin réduit ses bons du Trésor, elle augmente ses achats d'or et surtout ses investissements directs dans des actifs réels à travers le monde. Un graphique est évoqué comme confirmation. La Chine privilégie désormais des choses qui produisent d'autres choses, pas des promesses, pas de la dette, des actifs tangibles. Pendant ce temps, les actifs en dollars commencent à ressembler à une patate chaude. Même avec des rendements à 5 ou 6 %, l'inflation réelle dépasse ces niveaux. Et ce problème s'aggrave si Washington s'engage dans des projets coûteux comme le Groenland ou l'exploitation du pétrole vénézuélien. Le yuan continue de s'apprécier pendant que le dollar recule. Un investisseur peut gagner un rendement et perdre de l'argent à la conversion. Le calcul ne tient plus. Les ménages chinois ont environ 7 trillions de dollars en dépôt à terme arrivant à échéance cette année. Les obligations locales rapportent moins de 2 %. L'immobilier est risqué. L'argent se déplace vers les actions chinoises et vers l'or. Si la Chine ne finance plus, si ces ménages ne financent plus, qui reste? Et pour l'Europe, le réveil est brutal. Trump évoque des destroyers russes, des destroyers chinois, des sous-marins autour du Groenland. Puis il lâche, ce sera soit de la manière gentille, soit de la manière difficile. L'Europe est coincée. Les tarifs douaniers feraient mal aux deux camps. Les États-Unis pourraient menacer l'OTAN. Une escalade frontale serait dévastatrice. Mais il existe une autre option, plus froide, plus discrète. L'argent. Les investisseurs et institutions européennes détiennent plus de 10 trillions de dollars d'actifs américains. Les banques centrales européennes détiennent environ 3,6 trillions en bons du Trésor, ajoute la Chine, ajoute le Canada. Près de 5 trillions deviennent vulnérables. Si ces acheteurs disparaissent, la Réserve fédérale doit imprimer. Plus de dollars, moins de détenteurs étrangers. L'inflation reste à l'intérieur. Le pouvoir d'achat chute. Et ce n'est que la première couche. La seconde concerne les marchés boursiers. Les investisseurs européens détiennent environ 6 trillions de dollars en actions américaines. Si ce flux se tarit, les valorisations glissent, la consommation chute et les projets liés à l'IA et aux data centers se figent. Ce scénario semble extrême. Mais prendre le Groenland l'est aussi, et chaque décision extrême déclenche des réactions extrêmes. Deux trajectoires se dessinent. Soit l'Europe temporise et continue de financer, soit elle suit la logique chinoise et se retire progressivement. La prochaine décision n'est peut-être déjà plus à Washington. Elle est peut-être en train de se former ailleurs.